Il est coordonnateur d'un projet qui s'appelle Jang Juk Tekki, apprendre à vivre dans la droiture au Sénégal. Nous allons parler de politique de façon globale. Monsieur Cheikhou, bonjour. Bonjour. Voulez-vous vous présenter à nouveau? Bon, je suis expert en qualité de l'éducation. Je coordonne ici à Indagrave Sahel un projet qui s'appelle Jang Juk Tekki en Wolof et qui en français est traduit comme étant apprendre et réussir dans la droiture. Parce que nous considérons que quand on apprend, on doit devenir un citoyen. Ce sont les citoyens qui construisent l'État-nation. Et là où il n'y a pas d'État-nation, il n'y a pas de développement. Et si on forme donc des citoyens, ces citoyens doivent contribuer au développement et s'insérer dans le marché du travail pour s'inscrire dans une dynamique de développement équitable et durable. Mais ici, dans cette émission, je veux surtout parler en tant que citoyen. Et vous signez citoyen. Pourquoi vous signez citoyen? Je suis citoyen parce que autant sur le plan social, c'est la famille qui est la base de la société, jusqu'à nouvel ordre. De notre point de vue, pour construire l'État-nation, c'est le citoyen qui est à la base de la construction de l'État-nation. Or, une nation, c'est un territoire où vivent un ensemble d'individus qui doivent apprendre à vivre ensemble sur la base de valeurs partagées, quelles que soient leurs différences, pour pouvoir se fixer des objectifs et participer à leur propre développement ensemble. Il y a un certain nombre donc de concepts qui m'intéressent et au cœur de ces concepts-là, je crois que le concept de citoyen est celui dans lequel je me reconnais le plus. Pendant les élections présidentielles, il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées ici au Sénégal. Personne n'avait imaginé que de telles choses allaient se dérouler. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiciens peuvent se réclamer de cette citoyenneté dont vous incarnez aujourd'hui? Bon, à la fois oui et non. Parce que quand même, si on étudie bien l'histoire du Sénégal, les partis politiques, les mouvements de jeunesse ont eu à jouer des rôles extrêmement importants dans les avancées démocratiques. Nous avons vu que tout juste avant les indépendances, nous avions la SFIO, le BDS de Léopold Sédar Senghor et SFIO de Lamine Gueye. Nous avions le PAI de Majmoud Diop qui, dans le cadre de débats et de joutes contradictoires, ont fait une bonne partie de l'histoire de ce pays. D'ailleurs, beaucoup de partis qui aujourd'hui évoluent dans notre pays sont nés de ces partis-là. Aujourd'hui, au lieu de 3 organisations, nous avons près de 200 organisations politiques. Et quand on fait une analyse de l'existence de ces organisations politiques, je regrette de le dire, souvent, ce qui les motive, c'est beaucoup plus de se positionner pour gagner des ressources dans le propre cadre de leurs propres intérêts que de participer à une lutte patriotique comme ces anciens partis qui étaient là. Et c'est vraiment dommage parce que si on remarque dans la dernière période, on est arrivé à un moment où les citoyens ne croyaient même plus aux partis politiques. Tellement la gabegie a été là, tellement il y a eu des reniements et des wax-waxettes, etc. Donc, nous avons vu
dans la dernière période, émerger des mouvements citoyens qui ont fait que depuis le mouvement de juin qu'on appelle M23, la société civile, la jeunesse, un ensemble divers de mouvements ont des fois même débordé complètement les partis politiques pour prendre en charge les préoccupations des populations. Et ce n'est pas pour rien récemment que quand Fabius est venu au Sénégal, qu'il est allé visiter le mouvement Y en a marre. Parce qu'à un moment donné, le mouvement Y en a marre a été le porte-parole de la lutte démocratique dans ce pays. Mais comme vous l'avez vu aussi, les assises nationales, ce n'était pas seulement les partis politiques, même si les partis politiques ont pris les initiatives, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que sans les autres mouvements, le secteur privé, la société civile, il était extrêmement difficile de transformer quoi que ce soit dans ce pays. Ça, il ne faut pas qu'on oublie que les partis politiques doivent refaire leur image pour renouer avec la confiance des populations. Est-ce que ça sera une mission facile? Et certains Sénégalais se disent même que c'est le mouvement Y en a marre qui a refait l'image du Sénégal ou la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer à compter sur des mouvements comme le mouvement Y en a marre ou sur la société civile? Les politiques, est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelle doit être leur réelle position par rapport au Sénégal? De plus en plus, moi, dans ma réflexion, je me dis que quelque part, si la politique est l'art d'organiser la société pour un mieux-être, et si la politique est un système de représentation, de représentativité, est-ce qu'il ne faudrait pas s'organiser de telle manière que le contrôle citoyen puisse s'exercer de manière directe sur l'ensemble des organisations qui se réclament de ce peuple. Et la stratégie qui me semble être la plus efficace, c'est d'achever la décentralisation en organisant des élections dans chaque quartier, dans chaque village, pour élire des conseils de village et de quartier qui, au fond, vont contrôler toute autre organisation supérieure, que ce soit les conseils municipaux et ruraux, que ce soit les conseils régionaux ou même l'Assemblée nationale et l'exécutif, le judiciaire. Quand Macky Sall dit la patrie avant le parti, je crois que ce n'est pas gratuit. C'est parce que dans cette dernière période, dans ces derniers 50 ans, souvent, le parti l'a emporté sur la patrie. Les intérêts particuliers et partisans l'ont emporté sur la patrie, au point où le peuple, qui seul détient la légitimité, finalement a commencé à ne plus avoir confiance et à prendre en charge ses propres revendications. On l'a vu dans le cas de l'électricité, avec le mouvement des imams, avec des groupes de jeunes qui ont essayé de sortir et de régler eux-mêmes leurs problèmes. Donc, la logique devrait être d'organiser les gens dans les quartiers pour élire démocratiquement et selon le suffrage universel des conseils de quartier et des conseils du village avec des bulletins à l'école. Et ces conseillers qui vivent parmi les populations, on devrait leur donner une partie du budget de l'État, des collectivités, avec un cahier de charges pour que personne ne puisse plus déposer des ordures n'importe où, parce qu'il y a un conseil qui est chargé de ça, que personne ne puisse plus organiser des groupes dans les quartiers pour fumer de la drogue, etc. Parce que là, le conseil est là pour veiller. Donc le conseil va avoir chaque année un plan annuel dans le cadre de plans pluriannuels pour s'assurer du développement du quartier
parce qu'il n'y a personne d'autre que les populations elles-mêmes qui devraient pouvoir prendre en charge au niveau des conseils de quartier et de village leurs propres problèmes. C'est le principe de subsidiarité d'ailleurs qui est à la base de la décentralisation. Vous avez parlé tantôt de manque de confiance de la population vis-à-vis des politiques. Pourquoi les gens n'en sont pas sortis pour ces élections-là? Et pourtant, il y a eu une très grande mobilisation pour faire partir Maître Abdoulaye Wade. Parce qu'il y a eu plusieurs interprétations. Des gens sont allés même jusqu'à dire qu'il faut coupler les élections présidentielles et les élections législatives. Je me suis demandé, mais quelle doit être la logique qui est derrière? Ça veut dire qu'on continue donc à vouloir faire en sorte que les députés ne soient pas les députés du peuple, mais les députés du président. Parce que si le président a pu faire un suffrage assez important, parce que tout le monde s'est réuni autour de lui, et que maintenant on veuille profiter de ce suffrage pour élire des députés, ça peut vouloir dire que les députés ne seront pas les députés du peuple, mais les députés du président. Ça veut dire que quelque part, ce manque de confiance-là, si les gens ne réagissent pas très rapidement, ça va continuer et on va voir émerger d'autres mouvements qui n'appartiennent pas aux partis politiques pour prendre en charge les intérêts du peuple, qui seul détient la légitimité. Et je disais que si on a des conseils de quartier et de village pour pouvoir réellement faire en sorte que le contrôle citoyen s'exerce, ces conseils de village et de quartier peuvent se réunir en assemblée générale pour choisir les conseillers municipaux et ruraux qui ne vont plus être présentés par des partis mais émanés de ces conseils. Ce qui fait que ces conseils municipaux et ruraux devront donc rendre compte directement à ces conseils de quartier et de village qui les auront choisis, et puisque ce sont les populations qui les ont choisis, le contrôle citoyen va s'exercer de manière plus efficace. Maintenant, puisqu'il faut à un moment donné, puisque tout le peuple ne peut pas être à l'Assemblée et tout le peuple ne peut pas être président, voir comment ces conseils municipaux et ruraux émanant du peuple peuvent se réunir pour choisir les conseillers régionaux qui vont à leur tour se réunir pour les 14 régions et choisir les candidats aux législatives et les candidats aux présidentielles, sans jamais oublier que le principe qui a guidé ça, c'est de pouvoir garder le contrôle citoyen et être des mandants du peuple qui seul a la légitimité au lieu d'être mandant d'un parti politique. Parce que les partis politiques se sont enfermés dans la lutte pour des intérêts particuliers de partis plutôt que de lutter pour des intérêts des populations. D'ailleurs, c'est ça qui fait que de plus en plus qu'on dise qu'il n'y a aucun parti qui peut seul accéder au pouvoir, mais il faudrait des coalitions de plus en plus grandes. C'est parce qu'on sent que justement les partis politiques ont perdu la confiance des populations, et on essaye de reconquérir cela en essayant d'avoir l'union la plus large de l'ensemble des partis pour que les populations puissent plus ou moins se retrouver en eux. Mais en tout cas, il y a un danger. Et l'Assemblée nationale qui vient d'être mise en place, moi, ce que j'attends d'elle, c'est d'aller à des ruptures qualitatives en faisant des propositions de loi pour dire que les véhicules, les salaires, est-ce qu'on ne peut pas renoncer à ça pour recevoir tout simplement des indemnités de cession? Parce que là, on verra que c'est l'argent qui détournait un peu les intérêts des gens et qui faisait qu'il y avait des politiciens de métier qui, au fond, cherchaient toujours à se positionner pour être soit à l'Assemblée, soit dans des postes de sinécure. Mais on va trouver que s'il n'y a plus d'argent,
c'est les patriotes seulement qui seront là pour défendre les intérêts du pays. Pensez-vous? Maintenant, je termine par rapport à ta question de tout à l'heure sur les abstentions, mais regardez bien les listes qui ont été faites. Moi, j'ai essayé de lire toutes les listes, mais il était difficile que les gens se reconnaissent des gens qu'ils connaissent bien, avec qui ils vivent au niveau de ces listes-là. Ça veut dire qu'il y avait trop de listes. Il y avait trop de listes d'abord, et ensuite 24 listes, et ensuite les gens finalement ne se retrouvaient plus. Autre chose, c'est que si on prend le cas de toute l'ancienne communauté rurale de Sangalkam, il n'y a eu aucun candidat dans cette communauté rurale-là. Comment les gens veulent que toute une entité de collectivité puisse aller voter sans se reconnaître à travers une ou deux personnes? Donc, je crois qu'une très grande réflexion, très approfondie devrait être faite à partir de ces élections-là pour voir comment corriger tout cela. 24 listes, des entités entières qui ne sont pas représentées, ça je crois que c'est des choses qu'il faut corriger pour que l'abstention-là n'est plus liée. Le mot de la fin, c'est nous aimerions juste parler du président Macky Sall qui a commencé il y a juste des mois. Est-ce que vous pensez réellement que Macky Sall sera à la hauteur des attentes de ces Sénégalais qui veulent que les coupures d'électricité arrêtent, qui ne veulent plus voir des coupures d'eau, qui veulent que la situation de façon globale des Sénégalais change, surtout ces problèmes de loyer, la cherté de la vie? Est-ce que vous pensez que Macky Sall, avec ce qu'il a commencé à montrer, pourra réussir réellement à gérer le Sénégal? Moi, je crois que mon vouloir le plus profond est que les Sénégalais vivent mieux. Mais il faut aussi être réaliste. En 100 jours, des problèmes qu'on a mis pendant 50 ans à ne pas pouvoir résoudre, demander à quelqu'un de les résoudre en quelques 100 jours, c'est vraiment ne pas être réaliste. Si on connaît bien la nature des problèmes qui sont posés. Je disais souvent que moi, ce qui m'intéresse quand je regarde un leader politique, quand je regarde quelqu'un qui dirige un pays, c'est vrai, ce sont ses réalisations, mais c'est surtout sa manière de gouverner. Parce que l'acte de gouverner de manière démocratique est le premier acte pour aller au changement. Maintenant, si on maintient le cap, petit à petit, les choses vont se réaliser, les problèmes vont se résoudre. Maintenant, nous sommes en train d'observer le président Macky Sall, le fait qu'il soit allé, après le premier tour, voir les gens des assises et prendre des engagements, le fait qu'il veuille gouverner dans une entité la plus large possible avec les gens qui l'ont soutenu pour aller au pouvoir, ce que je lui demande tout simplement, c'est de ne pas faire la même erreur que le président qui était là, qui après quelques mois est allé pour dire qu'il a une nouvelle majorité pour se séparer des gens avec qui il était venu au pouvoir. Et on a vu ensuite que finalement les gens qui l'entouraient le poussaient à en faire à sa tête, et on a vu que ce qui s'est passé après, tout le peuple l'a rejeté. Donc je lui souhaite plein succès, mais qu'il garde le cap et qu'il gère de manière collégiale, en toute éthique, parce que la question de l'éthique et de la bonne gouvernance est au centre de la réussite dans ce pays. Sinon, les gens qui jouent le rôle de sentinelle pour arrêter toute déviance sont là, et ce qui est sûr, c'est qu'on va encore les voir se mettre en travers de la route pour éviter qu'on ne retombe dans tout ce qu'on a vécu dans ce pays.
Voilà, donc c'était votre émission Tribune Politique et on a eu le point de vue de Tonton Cheikhou, je vous l'ai dit tout à l'heure, coordonnateur de ce grand projet qu'on appelle Django Djouk-Teki. Nous allons vous donner rendez-vous dans une autre émission Tribune Politique avec un autre leader. Tonton Cheikhou, merci beaucoup. Carapide vous remercie. Merci.